Elle est partie discrètement après avoir découvert l'infidélité de son mari, après 10 ans de mariage. 1 an plus tard, mon ex-mari, qui m'avait ghosté, m'a retrouvée et m'a supplié. Tu es pathétique. 10 ans, et tu ne m'as rien donné. Tu étais une erreur dès le départ. Elle est tout ce que tu ne pourras jamais être. Jeune, belle et digne de mon temps. Sors de ma vue. Ce furent les mots impitoyables que son mari lui cracha au visage la nuit où elle découvrit son infidélité. Après une décennie de sacrifices, d'amour et de dévouement, il déchira sa dignité avec rire et mépris. Mais au lieu de riposter, elle ravala sa douleur. Elle empaqueta son silence, franchit la porte et disparut sans laisser de traces. Pendant 1 an, elle vécut dans l'ombre, se reconstruisant pièce par pièce, loin de l'homme qui l'avait brisée. Mais ce qu'il n'avait jamais imaginé, c'est que la femme qu'il avait qualifiée d'inutile serait un jour celle qu'il rechercherait, brisée, désespérée, et suppliant pour ce qu'il avait autrefois jeté. Parfois, ce que vous écrasez se relève plus fort que vos pires cauchemars. Parfois, la femme que vous pensiez être votre erreur devient la seule sans laquelle vous ne pouvez vivre. Voici l'histoire d'une femme qui a transformé un chagrin silencieux en une puissance inébranlable. Et aujourd'hui, c'est moi qui la raconte. Bonjour, famille. Bienvenue. Avant de commencer, j'ai une petite requête sincère. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Votre soutien permet à ces histoires de vivre. Chaque fois que vous cliquez sur ce bouton, vous nous aidez à partager des voix qui autrement seraient oubliées et des histoires qui méritent d'être entendues. Dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez et comment cette histoire vous a touché. Le poulet rôti restait intact sur la table. La vapeur s'était dissipée. Les bougies étaient à moitié fondues. Emily Parker vérifia l'heure encore une fois, puis redressa les couverts, bien qu'ils fussent déjà alignés. Elle avait enfilé la robe bleue que Richard qualifiait de sûre. Elle avait attaché ses cheveux comme il les aimait, serrés et soignés. Elle avait repassé les serviettes et les avait pliées comme de petites enveloppes. Elle avait gardé le dîner au chaud, puis encore au chaud, puis avait finalement éteint le four et attendu. À 22h41, son téléphone vibra. Tu devrais voir où est ton mari ce soir. Une photo suivie. Richard Parker, manches retroussées, penché près d'une femme dans un restaurant sombre. La femme à ses côtés avait des cheveux brillants et des lèvres rouges. Sa main reposait audacieusement sur son torse. Elle souriait comme sourient les femmes qui pensent gagner. Vanessa Blake. Emily serra le téléphone si fort que ses phalanges blanchirent pendant 3 longues respirations. Rien ne bougea. Ni ses poumons, ni son visage, ni même la pensée qui aurait pu la sauver. Elle posa le téléphone. Elle plia la serviette une fois. Puis encore, elle marcha jusqu'au miroir dans le couloir et s'entraîna à afficher un visage doux. Elle ne voulait pas se battre. Elle voulait la vérité. À 23h37, une clé tourna. Richard entra comme un homme à qui on n'avait jamais dit non. Il lança ses clés dans le bol et jeta un coup d'œil au miroir, ajustant ses cheveux avec 2 doigts. Il sentait un autre parfum. « Tu es en retard », dit Emily. Sa voix était douce. Elle devait la rendre douce pour qu'elle ne se brise pas. « Je suis important », dit-il sans la regarder. « J'ai préparé le dîner. Mange-le demain. » Elle prit le téléphone sur la table et le tint pour que la photo soit face à lui. « Qui est-elle pour toi, Richard ?» Il baissa les yeux. Il ne tressaillit pas. Il sourit, petit et cruel. « Quelqu'un qui ne m'ennuie pas. »« C'est Vanessa, » dit Emily. « Tu m'avais dit qu'elle était une cliente. » Il ôta sa veste et la drapa sur une chaise comme s'il arrivait dans un hôtel. « Elle l'est. » Et plus encore, répéta Emily. Il se tourna vers elle alors, comme s'il venait de se souvenir qu'elle pouvait l'entendre. Ses yeux brillaient. Ce genre de moment le nourrissait. « Tu veux que je mente ? Devrais-je dire qu'on est amis ? Devrais-je dire que c'est le travail ? Je veux que tu me respectes assez pour dire la vérité, » dit Emily. Ses mains tremblaient. Elle les cacha en agrippant le dossier d'une chaise. « Tu ne veux pas la vérité, » dit-il en s'approchant. Ça blesserait tes sentiments. « Essaie, » répondit-elle. Le coin de sa bouche se releva. « Tu es pathétique. 10 ans, et tu ne m'as rien donné. Elle est tout ce que tu ne pourras jamais être. Jeune, belle et digne de mon temps. Sors de ma vue. » Les mots étaient une gifle sans la main.
Il piquait comme le froid. Il pénétrait profondément et restait là. Rien, répéta Émilie. J'ai abandonné mon travail parce que tu me l'as demandé pour recevoir des clients. J'ai vendu ma voiture pour que tu puisses acheter ton premier stock. J'ai veillé la nuit pour tenir tes comptes quand nous n'avions pas les moyens d'engager un comptable. Je t'ai défendu auprès de mes parents quand tu manquais l'église, les anniversaires, et tout ce qui faisait de nous une famille. Il rit par-dessus sa liste. Arrête. On dirait une domestique qui récite ses corvées. Tu penses que plier mes chemises fait de toi une partenaire? Tu penses que préparer du poulet fait de toi une épouse? Tu es une routine, Émilie. Une habitude. Je veux une vie. Veux-tu divorcer? Demanda-t-elle. Elle le dit simplement, car supplier ne la sauverait pas. Oui, dit-il presque joyeusement. Et avant que tu ne demandes, non, tu n'auras pas grand-chose. Tu n'as rien construit de tout ça. Moi, oui. Les relevés bancaires avec mes virements disent le contraire. Tu as transféré parce que tu essayais de compter. La sonnette retentit. L'estomac d'Émilie se noua. Qui est-ce? Le sourire de Richard s'aiguisa. Tu le sais déjà. Il ouvrit la porte. Vanessa entra comme si un projecteur la suivait. Chemisier de soie, jupe étroite, talons qui disaient qu'elle n'avait pas l'intention de fuir quoi que ce soit. Son parfum s'épanouit dans le couloir comme une revendication. « Salut, Richard », dit-elle en lui embrassant la joue. Puis elle se tourna et remarqua Émilie comme si Émilie était un tableau qui ne s'accordait pas avec la pièce. « Oh, tu es encore là. »« C'est ma maison, » dit Émilie. « Vraiment ?» demanda Vanessa, ses yeux glissant sur la table, les bougies, la nourriture froide, les serviettes pliées comme des promesses que personne n'a tenues. On dirait une salle d'attente. Vanessa, dit Émilie. N'as-tu aucune honte? Honte? Vanessa rit doucement. Je ne suis pas restée immobile pendant 10 ans en appelant ça de l'amour. Richard gloussa, satisfait. Elle marque un point. Émilie lui fit face. J'ai quitté mon travail pour toi. Tu as quitté parce que tu étais faible, dit-il. Ne mets pas tes échecs sur mon dos. J'ai vendu ma voiture pour toi, il haussa les épaules. Une voiture, et j'ai mis en gage la bague de ma grand-mère quand ton fournisseur a exigé du liquide. Tu l'as choisi, dit-il. Mauvais choix. Pas ma faute. J'ai menti à mon père quand il m'a demandé si tu étais bon pour moi. Il aurait dû se mêler de ses affaires, dit Richard. Tu étais toujours trop loyal envers les mauvaises personnes. Vanessa s'approcha de la table et souleva le couvercle de la poêle. Elle renifla. Sec, dit-elle. Elle reposa le couvercle avec un clic et sourit à Émilie comme si elle avait fait quelque chose d'intelligent. Tu devrais partir. C'est triste de te voir t'accrocher à une place qui n'est pas la tienne. Prends-tu plaisir à ça? Demanda Émilie à l'autre femme. J'aime obtenir ce que je veux, dit Vanessa. J'ai passé 1 an à l'écouter se plaindre de toi, de ta voix, de tes vêtements, de la façon dont tu repasses les chemises et pense que c'est romantique. Il s'arrêtait dans le parking avant de monter pour respirer. C'est à quel point tu lui pesais. Richard hocha la tête comme un homme confirmant une critique. C'est vrai. Émilie s'entoura de ses propres bras, car elle ne savait pas quoi tenir d'autre. Quand cela a-t-il commencé? Richard sembla s'ennuyer. Quand ça devait commencer? Était-ce notre anniversaire? Vanessa sourit. Il était avec moi cette nuit-là. Nous avons commandé des huîtres et ri de la photo des bougies que tu lui avais envoyées. Tu es très gentille. Assez, murmura Émilie. Cela sortit comme une prière pour le silence, et aucun d'eux ne l'entendit. Richard fit un geste vers sa robe. Regarde-toi. Cette blessure, les petites boucles d'oreilles, le visage sans éclat. Je t'ai dit de te faire coiffer. Tu as dit que c'était cher. Je t'ai dit d'acheter de meilleurs vêtements. Tu as dit qu'il fallait économiser. Il fallait manger, dit Émilie. J'avais besoin de me sentir vivant, dit-il, agacé. Et elle me fait me sentir vivant. Elle entre dans une pièce, et ça s'illumine. Toi, tu entres, et on dirait une bibliothèque. Vanessa inclina la tête comme une fille qui n'a jamais eu à faire de place. Certaines femmes rendent un homme plus grand. D'autres le rapetissent. Toi, tu le rapetisses. Tu ne me connais pas, dit Émilie. Je sais assez, répondit Vanessa.
Je sais que tu es dans une cuisine à minuit à discuter de poulet pendant qu'il pense à l'hôtel que nous avons réservé. Les doigts d'Émilie s'enfoncèrent dans le dossier de la chaise jusqu'à ce que le bois morde sa peau. L'hôtel? Vanessa sourit. Suite d'angle. Grande fenêtre. Éclairage chaleureux. Tout est beau là-bas. Richard regarda sa montre. On devrait y aller. Émilie le fixa. Tu me laisserais ici et partirais dans un hôtel avec elle après ça. Pourquoi pas? Dit-il. Penses-tu que tu comptes maintenant que tu sais que tu comptes moins? Le mystère te rendait utile. Vanessa rit, honnête et méchante. Il me dit les choses qu'il pense tout bas. C'est ce que font les hommes quand ils vous respectent. Émilie prit une inspiration qui avait un goût de métal. Je suis ta femme. Pour encore quelques jours, dit Richard. Tu recevras les papiers. Signe-les. Ne rends pas ça laid. Laid, répéta Émilie. Tu as invité ta maîtresse dans notre maison pour m'humilier. Vanessa passa un doigt le long du bord du comptoir. Il fallait s'assurer que tu ne t'accrocherais pas. Je ne me suis jamais accrochée, dit Émilie. Tu t'es accrochée à un rêve d'être nécessaire, dit Richard. J'ai besoin d'une partenaire qui m'élève, pas d'une domestique qui énumère ses corvées. Je t'ai élevée, dit Émilie. Tu n'étais personne quand nous nous sommes rencontrés. C'est drôle, dit-il. J'étais personne parce que j'étais avec toi. Vanessa claqua la langue. Arrête de la laisser parler. C'est ennuyeux. Richard tendit la main. Les clés. Émilie regarda sa paume. Elle y avait posé leurs clés 1000 fois. Les clés de la voiture quand il était en retard. Les clés du bureau quand il les oubliait. Les clés de la maison dans le hall de l'hôpital après son opération de l'appendice. Elle posa l'anneau sur sa main. Le son du métal sur la peau semblait fort. Et la carte, dit-il. Tu ne dois pas l'utiliser. Elle est dans mon portefeuille. Laisse-la. Elle la sortit et la posa sur le comptoir. Il la ramassa et la glissa dans sa poche. Ton téléphone, dit-il. Donne-le-moi. Je vais faire couper la ligne. Tu peux t'en acheter un. Vanessa sourit. Ne t'inquiète pas. Il y a des téléphones bon marché pour les gens comme toi. Émilie lui tendit le téléphone. Elle ne regarda pas la photo d'eux sur l'écran de verrouillage. Elle ne regarda pas les messages. Elle lâcha prise. Va faire tes valises, dit Richard. Prends ce qui rentre dans une valise. Je veux que la chambre soit propre d'ici 1 heure. D'ici 1 heure, répéta Émilie. Il sourit. Tu es douée pour les délais. Elle marcha dans le couloir. Ses genoux voulaient fléchir, mais il se souvenait comment bouger. Dans la chambre, elle sortit une petite valise du placard et l'ouvrit sur le lit. Elle plia des chemises. Elle roula des jeans. Elle prit des sous-vêtements, des chaussettes, et un pull que sa mère aimait. Elle s'arrêta devant la boîte à bijoux. La fine chaîne en or de sa mère reposait à côté du bracelet qu'elle portait pour les fêtes. Elle les plaça tous deux dans une chaussette et les glissa entre les vêtements. Son alliance reposait dans l'emplacement de velours comme une pièce attendant une machine à sous. Elle la laissa là. Dans la salle de bain, elle prit une brosse à dents, un peigne, un petit flacon de lotion. Elle se regarda dans le miroir. Son visage était pâle. Ses yeux étaient stables. Elle pensa à la femme qu'elle avait été. Elle ne lui dit pas au revoir. Cette femme avait fait de son mieux. Il suffisait de s'éloigner. Quand elle revint dans le couloir avec la valise, Richard et Vanessa se tenaient à l'îlot. Richard avait versé du vin, 2 verres, rouges, la bouteille qu'Émilie avait gardée pour leur prochain anniversaire. Vanessa leva son verre en un petit salut. Aux améliorations, dit-elle. Richard trinqua. Aux améliorations. Les clés, dit Richard à Émilie. Celle de la boîte aux lettres aussi. Elle laissa tomber la clé de la boîte aux lettres dans sa paume. Il ne dit pas merci. Le code de l'alarme? Demanda-t-il. Elle lui donna les chiffres. Il les tapa dans son téléphone et sourit comme un homme qui avait gagné quelque chose. Où vas-tu? Demanda Vanessa, sa voix douce mais venimeuse. Je ne sais pas, dit Émilie. Vanessa se pencha plus près, les yeux brillants. As-tu quelqu'un à appeler? Des amis, de la famille? Oh, c'est vrai. Tu les as éloignés pour lui. Elle regarda Richard, charmé par sa propre cruauté.
Elle va pleurer dans un motel. N'est-ce pas triste? Richard ricana. Elle était volontaire dans sa propre vie. Il se tourna vers Émilie. Écoute, n'appelle pas mes parents. Ne te pointe pas à mon bureau. Ne parle pas à mes clients. Si tu fais du bruit, je m'assurerai que tu ne puisses plus travailler dans cette ville. Tu as déjà essayé, dit Émilie. Elle ne put s'en empêcher. La vérité s'échappa et resta en suspens. Il cligna des yeux, surpris qu'elle sache. Puis il rit. Bien, alors on se comprend. Vanessa toucha son poignet. On est en retard, non? Dit-il. Il regarda Émilie une dernière fois comme si elle était une tâche qu'il avait enfin nettoyée. Sors. Émilie souleva la poignée de la valise. Au revoir, Richard. Ne rends pas ça dramatique, dit-il. Elle regarda Vanessa. Tu n'as pas besoin d'être cruelle, dit-elle. Vanessa sourit. Je ne suis pas cruelle. Je suis confiante. Émilie ouvrit la porte. Le couloir sentait le produit de nettoyage et le dîner de quelqu'un d'autre. Elle sortit. La porte claqua derrière elle. Elle ne se verrouilla pas pendant une seconde. Puis elle se verrouilla. Dans l'ascenseur, elle appuya sur le bouton. Elle regarda les chiffres descendre. Ses mains étaient froides. Elle les réchauffa sous ses bras. Elle se souvenait de la première fois qu'elle avait pris cet ascenseur en tant qu'épouse, tenant une plante avec un ruban sur le pot. Elle se souvenait avoir pensé qu'elle était arrivée. Elle avait tort. Dans le hall, le gardien leva les yeux. « Bonsoir, Madame Parker. » Elle faillit le corriger. Elle ne le fit pas. « Bonne nuit, » dit-elle, et marcha dans l'air frais. Elle ne pleura pas sur le trottoir. Elle resta là jusqu'à ce qu'une voiture de covoiturage arrive. Elle donna une adresse au chauffeur. Ce n'était pas chez elle. Elle regarda par la fenêtre et observa les lumières défiler. Elle se souvenait de 10 ans de repas, 10 ans de liste, 10 ans à espérer qu'il rentrerait plus tôt, qu'il toucherait son épaule, qu'il le penserait vraiment. La chambre de motel était propre et bruyante avec le bourdonnement d'un vieux climatiseur. Elle paya en liquide. Elle posa la valise sur le lit. Elle enleva ses chaussures et les plaça côte à côte, les pointes vers l'extérieur comme une paire de petits bateaux. Elle s'assit dans le fauteuil près de la fenêtre et fixa le parking. Elle ne dormit pas. Elle n'appela personne. Elle enleva son alliance à l'aube et la laissa sur la table de chevet en plastique. On aurait dit une pièce qu'elle ne voulait pas. À 7 heures, elle trouva une location au mois en ligne. Un petit studio, rez-de-chaussée, une fenêtre. Elle rencontra le propriétaire à midi et paya la caution avec le reste de ses économies. Immeuble calme, dit-il. Pas de fête. Je ne poserai pas de problème, dit-elle. Elle acheta du pain, du lait, du beurre de cacahuète et un paquet de thé bon marché. Elle se tenait dans la pièce vide avec le sac sur le comptoir et sentit le silence l'envelopper. Il n'était pas cruel. Il ne demandait rien. C'était juste un endroit. Elle ouvrit un carnet. Sur la première page, elle écrivit en lettres soignées, « Trouver du travail. Être silencieuse. Recommencer. » Elle souligna « recommencer une fois ». Dans l'ancienne vie, elle avait nettoyé pendant 10 ans. Richard versa un second verre de vin et le tendit à Vanessa comme un prix. Ils se tenaient proches, leurs épaules se touchant. Il aimait la façon dont son rire résonnait contre les placards. Elle aimait son reflet dans la fenêtre sombre de la cuisine. Elle reviendra en rampant, dit Richard. Elles le font toujours. Elle ne peut pas vivre sans toi, dit Vanessa. Elle ne peut pas vivre sans quelqu'un, corrigea Théil. Elle n'est rien seule. Inutile, dit Vanessa, testant le mot sur sa langue. Faible, acquiesça Richard. Ils trinquèrent à nouveau. Puis Richard prit une gorgée lente et sourit au miroir comme s'il s'agissait d'une caméra. À tout ce qui est meilleur, dit-il. Vanessa glissa sa main dans sa poche arrière. À tout ce qu'elle ne pourra jamais être. Ils rirent facilement et vivement. Ils ne virent pas l'espace vide sur la table de chevet dans un petit motel de l'autre côté de la ville. Ils n'entendirent pas l'alarme qui ne coula pas. Ils ne sentirent pas la petite chose têtue qui se formait là où le chagrin avait été. Ils ne virent pas une femme plier sa douleur en un plan. Ils ne voyaient qu'eux-mêmes. Et la tempête qu'ils pensaient avoir échappé avait déjà commencé à prendre une forme silencieuse et patiente.
Si vous ne vous êtes pas encore abonné, nous aimerions que vous rejoigniez notre communauté en cliquant sur le bouton d'abonnement. À travers nos histoires, nous construisons l'espoir et donnons un avenir aux enfants et aux femmes maltraitées à travers le monde. Motivez-nous en vous abonnant et en activant la cloche de notification pour ne jamais manquer une histoire qui compte. Dites-nous également dans les commentaires d'où vous regardez et comment cette histoire vous a parlé. Le monde ne s'est pas arrêté parce qu'Emily Parker a disparu. Il a fait place à l'histoire que les gens préféraient. Elle s'est enfuie, écrivit quelqu'un sous une photo de fête. Elle n'a pas supporté de le perdre. Un autre répondit, femme pathétique, un troisième ajouta. Et le fil s'épanouit avec des visages rieurs dans des salles à manger polies et des brunchs bruyants. Richard Parker et Vanessa Blake racontèrent leur version sans transpirer. Richard dit, elle était fragile. Vanessa dit, nous avons essayé de l'aider, mais elle était aigrie. Les têtes s'inclinèrent en signe de sympathie. Les serveurs versèrent plus de vin. Les mots collèrent au nom d'Emily comme du chewing-gum dans un petit studio avec une fenêtre donnant sur un mur de briques. Emily mangeait du pain grillé avec du beurre de cacahuète et comptait les factures, le loyer, les courses, un nouveau téléphone avec un forfait économique. Son carnet restait ouvert sur le comptoir. Trouver du travail. Être silencieuse. Recommencer. Elle commença par nettoyer un bureau après les heures de travail. Le superviseur lui donna un badge en plastique et une clé. Vider les poubelles, passer la serpillière, nettoyer les vitres. Ce n'était pas difficile. C'était calme. Elle aimait le bourdonnement de la machine à café et la façon dont les sols brillaient quand elle terminait. Une femme de l'équipe de nuit l'a reconnue dans l'ascenseur. « N'êtes-vous pas » commença-t-elle. Puis elle s'arrêta. « Ça va » dit Emily. « Allez-y. N'êtes-vous pas la femme de Richard Parker » ? « Avant, oui » dit Emily. « Oh » dit la femme, gênée. « Désolée. » Emily hocha la tête, sortit et continua à marcher. Elle n'avait pas l'énergie de détester une étrangère pour avoir posé une question avec un fantôme dedans. Le matin, elle servait du café dans un dîner où un cuisinier chantait de vieilles chansons par-dessus le sifflement de la plaque. Le propriétaire l'engagea sans demander de référence. Il aimait la façon dont elle disait bonjour comme si elle le pensait vraiment. Les pourboires rendaient la journée moins tranchante. L'après-midi, elle gardait un petit garçon nommé Caleb pendant que sa mère travaillait à mi-temps. Caleb alignait des voitures jouées sur le tapis et lui racontait de longues histoires sur les couleurs. Il lui demanda une fois, « Es-tu triste ?» Comme les enfants demandent le temps qu'il fait. « Parfois, » dit-elle, « c'est normal. » Il dit, « Je pleure quand mes chaussettes ne sont pas assorties. » Puis il tapota sa main et retourna faire des bruits de sirène avec une voiture bleue. La nuit, elle étudiait. Elle empruntait de vieux manuels à la bibliothèque et regardait des cours en ligne. Elle apprit à lire des contrats, à établir des factures, à fixer des prix pour des services. Elle s'exerça sur une feuille de calcul jusqu'à ce que les chiffres se comportent. Elle suivit un cours gratuit sur la sécurité alimentaire et réussit l'examen du premier coup. Elle écrivit un petit plan d'affaires. Il ne semblait pas grand-chose, mais il avait des marches. Elle pouvait sentir son pied. Trouver la première marche. Les flashbacks venaient comme des films sur un mur qu'elle ne pouvait pas éteindre. Elle revoyait le jour où elle avait vendu sa voiture pour couvrir le premier envoi de Richard. Le vendeur avait demandé « Êtes-vous sûr ?» Et elle avait dit « Oui ». Elle avait fait semblant de ne pas entendre le moteur quand quelqu'un d'autre l'avait démarré. Elle se souvenait avoir mis en gage la bague de sa grand-mère quand un fournisseur avait dit « Virement uniquement ». Elle se disait « Ce n'était que du métal et un souvenir ». Et il pouvait survivre sans métal. Elle se souvenait avoir arrangé une réunion quand Richard était arrivé non préparé. Elle avait murmuré « Parle du pilote. Utilise le chiffre 70. » Et il avait hoché la tête et répété ces mots en souriant comme s'il les avait inventés. Plus tard, il avait dit « Tu m'as sauvé. » Mais il l'avait dit comme s'il était fatigué d'être sauvé. Quand les flashbacks venaient, elle se tenait à l'évier et laissait couler l'eau jusqu'à ce qu'elle devienne froide. Puis elle se disait à voix haute, « Tu as essayé. » Il l'a jetée, disant que ça rendait la pièce moins petite. Un mois après cette nouvelle vie, elle passa devant un café vitré et vit un profil familier à l'intérieur. Cheveux gris, costume soigné, yeux chaleureux qui ne rataient rien. Monsieur Jonathan Harris.
Il avait dirigé une entreprise où elle avait travaillé avant d'épouser Richard. Il était le rare genre de patron qui remerciait les gens. Par leur nom, elle hésita à la porte. La fierté disait « pars ». La nécessité disait « entre ». Il leva les yeux quand la cloche tinta. « Émilie », dit-il, surpris avec un sourire. « Content de vous voir ». Elle s'assit et croisa les mains pour qu'il ne voie pas qu'elle tremblait. « Bonjour, monsieur Harris ». Ils parlèrent d'abord de choses anodines, le café, le temps. Puis il demanda doucement mais directement. « Allez-vous bien ?» Elle ouvrit la bouche pour mentir et découvrit qu'elle ne pouvait pas. « Non, dit-elle, mais ça viendra. » Il hocha la tête, satisfait de la vérité. « Vous avez toujours été stable, dit-il. Les gens stables font les meilleurs bâtisseurs. J'ai besoin d'apprendre, dit-elle. Je recommence. » Il fit glisser une carte de visite sur la table. « Passez à mon bureau demain, 10 heures. » Dans son petit bureau, les murs chargés de livres, il versa du café et poussa un bloc-notes jaune vers elle. « Dites-moi ce que vous voulez, dit-il. »« Je veux tenir debout seule, dit-elle. »« Je veux gagner de l'argent qui m'appartient. Je veux être utile à quelque chose qui n'est pas le rêve de quelqu'un d'autre. » Il sourit, pas gentiment, mais comme un entraîneur sourit quand un coureur annonce un temps à voix haute. « Bien, dit-il. Utilisez vos forces. Vous êtes organisé. Vous voyez les problèmes avant qu'ils ne se cassent. Vous faites fonctionner les pièces. Je n'ai pas de capital, dit-elle. Ni un nom, ni rien. Vous avez un cerveau et une colonne vertébrale, dit-il. Cette monnaie se dépense. Il tapa sur le bloc-notes. Il y a un vide dans cette ville. Les gens veulent des événements qui fonctionnent comme des machines et qui semblent magiques. Les grandes entreprises surfacturent et sous-livrent. Les entreprises à petit budget coulent. Vous pouvez vous placer au milieu et être excellente. Je n'ai pas de cuisine, dit-elle. Louez en une, dit-il. Commencez par la coordination. Trouvez des fournisseurs honnêtes. Construisez une liste. Prenez de petits contrats et faites-les parfaitement. Laissez les gens parler. Si vous le faites bien, ils vous vendront gratuitement. J'ai peur, dit-elle doucement. Il hocha la tête. La peur est une friction. Elle vous ralentit au début, puis elle crée de la chaleur. Utilisez la chaleur, il fit glisser une courte liste de noms. Ce sont de petits investisseurs en qui j'ai confiance, pas des requins. Ils mettront de petits chèques pour vous faire avancer si votre plan est propre. Elle regarda les noms comme s'ils pouvaient mordre. Pourquoi m'aidez-vous ? Parce que vous étiez la seule personne dans mon bureau qui n'a jamais pris le crédit pour ce qu'elle n'avait pas fait, dit-il. Parce que je déteste le gâchis. Vous étiez gâché. Elle construisit les bases en une semaine. Elle enregistra un nom, Northlight Coordination LLC, parce qu'elle voulait quelque chose qui ressemblait à allumer une lampe. Elle conçut un site d'une page de ses propres mains. Il avait 3 promesses. Nous sommes à l'heure. Nous sommes invisibles jusqu'à ce qu'on ait besoin de nous. Nous réparons ce qui casse avant qu'on ne le voie. Elle rédigea une grille tarifaire qui semblait presque s'excuser, puis barra les excuses. Elle loua des blocs de 4 heures dans une cuisine communautaire 2 fois par semaine. Elle acheta un défroisseur à vêtements d'occasion et une boîte d'épingles de sûreté. Elle confectionna un petit kit, détachant, fil, pansement, pastilles de menthe, analgésique, aiguille à coudre. Cela ressemblait à une armure. Son premier client vint d'un panneau d'affichage dans la laverie. Une mère de jumeaux avait besoin d'aide pour une fête d'anniversaire dans une salle d'église. Rien d'extravagant, dit la femme. Juste pas le chaos. Pas le chaos, dit Émilie. Nous pouvons faire ça. Elle fit un plan sur une feuille de papier. Arrivée, installation, gâteau, nettoyage. Elle apporta des ballons et une nappe bon marché mais belle trouvée dans un bac de solde. Elle attacha du ruban autour des fourchettes en plastique pour qu'elles semblent avoir été soignées. La fête était petite mais chaleureuse. Les jumeaux portaient des couronnes qui glissaient sur leurs yeux. Quand du jus se renversa, Émilie l'essuya avant qu'il n'atteigne le sol. Quand un tout petit pleura, Émilie avait des autocollants dans sa poche. À la fin, la mère l'enlaça et dit « Vous avez rendu ça facile ». Facile n'était pas le bon mot. Émilie rentra chez elle avec des pieds douloureux et un cœur qui ne souffrait pas pour la mauvaise raison.
Le prochain travail vint d'une infirmière dont la sœur avait vu des photos de la fête. Petit mariage, dit l'infirmière au téléphone. Dans un jardin. Nous avons besoin de quelqu'un qui sait quand me tendre un mouchoir. Avant que je ne sache que j'en ai besoin. Je peux faire ça, dit Émilie. Elle cartographia le jardin avec des postes ETS. Elle emprunta des guirlandes lumineuses supplémentaires à un voisin qui tenait une boutique d'occasion. Elle attacha de l'eucalyptus au poteau pour que l'air sente le verre. Elle coordonna un camion de restauration qui arriva en retard et réussit à rendre les assiettes intentionnelles. Quand la fermeture éclair de la mariée se coinça, Émilie la répara avec un crochet, une prière, et une main stable après 1000 petits sauvetages. Quand l'électricité vacilla, elle déplaça le groupe sur le porche sans arrêter la musique. À la fin de la soirée, la mariée murmura « Vous nous avez sauvés 3 fois », et personne ne l'a remarqué. C'est de l'art. Émilie rédigea des factures et les envoya avec une note qui disait « Merci ». L'argent atterrit sur son nouveau compte. Pas beaucoup, mais propre. Elle acheta plus de guirlandes. Elle acheta un meilleur défroisseur. Elle acheta un chariot parce que son dos lui disait qu'elle n'avait plus 25 ans. Pendant la journée, elle essuyait encore les comptoirs et servait du café. La nuit, elle lisait des contrats de fournisseurs et regardait des vidéos de gens pliant des serviettes en lice. Elle apprit combien de temps la glace tient dans un bac et combien de zeste de citron rehausse une sauce. Elle apprit les noms des fleurs qui ne fanent pas sous des lumières chaudes et comment construire un calendrier à rebours à partir d'un toast. Elle apprit à tout marquer avec du ruban adhésif et à se lier d'amitié avec les concierges. Elle écrivait des notes comme vérifier les toilettes et parler bas quand les gens pleurent. Les commérages ne disparurent pas. Une photo de Richard et Vanessa sur un yacht apparut avec une légende. Le véritable amour gagne. Quelqu'un tagua Émilie par erreur, puis la détagua comme s'ils avaient presque touché une cuisinière chaude dans une file d'épicerie. Elle entendit 2 femmes derrière elle murmurer « Elle a disparu. Il est tellement plus heureux. » Elle acheta son pain et son lait et partit sans faire tomber les œufs. Parfois, elle traversait le parc en rentrant chez elle et s'asseyait sur un banc pendant que les promeneurs de chiens passaient. Une fois, elle vit la voiture de Richard glisser dans la rue. Le rire de Vanessa s'échappa par la fenêtre comme une trompette. La voiture tourna au coin et la laissa seule avec un écureuil qui n'avait d'opinion sur rien. Elle sentit la vieille douleur l'atteindre, puis s'arrêter. Elle ne s'adaptait plus à ses côtes de la même manière. Harris lui envoyait de petits contrats de personnes qui lui faisaient confiance. Un déjeuner pour une association qui devait être chaleureux avec un budget limité. Une fête de départ à la retraite pour une enseignante qui pleura quand le groupe joua sa chanson préférée. Émilie construisait chaque événement comme une maison avec des poutres cachées. Les fournisseurs commencèrent à répondre à ses appels. Dès la première sonnerie, « Vous payez à temps », dit un fleuriste, surpris. « On aime ça ». Un DJ lui dit « Vous me donnez le déroulé et de l'espace pour improviser. » C'est rare. Elle tenait une petite liste dans son téléphone, étiquetait « Bonne personne » et ajoutait des noms après chaque travail. À la fin du printemps, Northlight avait un calendrier, pas plein, mais plus rempli que vide. Émilie engagea sa première assistante, une étudiante nommée Mina, qui arrivait tôt et apprenait vite. Elle engagea une seconde, Louise, qui pouvait porter 3 chaises dans chaque main et se souvenait où elles allaient. Elle les payait justement et les nourrissait avant que les invités ne mangent, car elle avait vu des équipes entières trembler de faim pendant que des hommes en costume louaient le saumon. « Votre patron est-il gentil ?» demanda un invité à Mina lors d'un mariage pendant qu'Émilie rampait sous une table pour cacher un câble. Mina baissa les yeux et sourit. « Le meilleur. » Entre les contrats, Émilie rencontrait M. Harris dans son bureau pour examiner ses chiffres. Il entourait les endroits où elle sous-facturait et dessinait des flèches où elle devait dire non. « Vous n'avez pas à tout accepter, dit-il. Dire non, c'est le pouvoir des adultes. J'ai peur que si je dis non, rien d'autre ne viendra, admit-elle. Alors entraînez-vous, dit-il. Dites, nous ne sommes pas les bons, à voix haute quand vous vous brossez les dents. Puis appelez-moi et dites-le à une personne. Elle essaya. Ça ressemblait à avaler une pierre qui se transformait en perle. Plus tard, un jeudi chaud, il appela et dit « Prête à porter de meilleures chaussures ?» Un ami investisseur veut rencontrer quelqu'un qui peut gérer un gala d'investisseurs sans que ça ressemble à un enterrement. Un gala d'investisseurs ?
répéta-t-elle, faisant les 100 pas dans son studio parce que la pièce était trop petite pour les nerfs. Ils aiment la compétence discrète, dit-il. Soyez vous-même. Elle repassa sa meilleure blouse blanche, celle sans effilochage au poignet. Elle porta un pantalon noir qui allait bien et des chaussures qui ne pinçaient pas. Elle attacha ses cheveux, car les cheveux lâches gênent le travail de l'esprit. Elle arriva 10 minutes en avance et s'assit dans le hall jusqu'à ce que la réceptionniste dise « Ils vous reçoivent maintenant ». Le bureau sentait l'argent et le polish au citron. La salle de conférence accueillait 3 personnes, une femme avec une coupe au carré net, un homme avec une montre décontractée, et un troisième qui souriait sans montrer les dents. « Nous sommes Stonebridge Capital », dit la femme au carré. « Nous organisons un gala trimestriel pour satisfaire nos partenaires limités. Notre dernier événement était chaotique. Nous voulons de l'efficacité, de la chaleur, jamais visible, dit la montre. Nous ne voulons pas entendre le mot contretemps. De quoi avez-vous besoin de nous ? Demanda le troisième. Votre nombre d'invités et votre budget honnête, dit Émilie. Vos notes alimentaires, vos 3 priorités non négociables. Parfait, dit Émilie, versant son café. Retenez le dessert jusqu'après le toast. Gardez de l'eau sur la terrasse. Compris. Sa cuisine de maison de ville était modeste mais remplie de soleil. Sur le comptoir reposait un dossier, transfert d'actes, Crown Street Hall. Elle l'avait signé la veille. Sa société, MS Carter Holdings, possédait maintenant 3 salles. Northlight gérait les événements. Ensemble, ils travaillaient comme des mains qui se connaissaient bien. La ville murmurait son nom maintenant. Pas Emily Parker, l'épouse oubliée, mais Mademoiselle Carter, la femme qui ne ratait jamais. Les matins de Richard Parker commençaient différemment. Il était assis sur le canapé, cheveux décoiffés, parcourant des emails furieux. Urgent, avis de retard, suspension. Demande de réunion d'investisseurs reportée. Il grogna, frottant ses tempes. La porte de la chambre s'ouvrit. Vanessa sortit en soi. Impeccable, comme toujours. Tu es encore sur ce canapé. Je travaillais, marmonna-t-il. Elle leva les yeux au ciel. Travailler. Lire des messages de haine, ce n'est pas travailler. Tu es un désastre, Richard. Sais-tu à quel point c'est embarrassant ? Les gens nous enviaient avant. Il ferma l'ordinateur portable d'un coup. J'ai construit ça. Sans moi, tu serais encore à servir des verres dans ce bar. Et sans moi, tu serais encore marié à une ennuyeuse, rétorqua-t-elle. Au moins, je t'ai donné une image pendant un temps. Mais maintenant, regarde-toi. Elle fronça le nez. Tu n'as même plus l'air riche. Les poings de Richard se serrèrent. L'argent est serré en ce moment parce que tu es faible, coupa Vanessa. Stonebridge ne prend même plus tes appels. Tout le monde dit que Mademoiselle Carter est l'avenir. Qui est-elle ? Pourquoi ne peux-tu pas rivaliser ? Je ne sais pas encore, marmonna-t-il. Mais je vais le découvrir, dit Vanessa froidement. Avant que tu ne perdes le peu qu'il te reste. Elle ferma la porte de la chambre d'un clic sec, le laissant fixer le mur. Il murmura pour lui-même, « Je ne suis pas fini. Je ne peux pas l'être. » Mais la pièce resta silencieuse. Plus tard dans la semaine, il rencontra un vieil investisseur pour un café. « Content de vous voir, » dit Richard, forçant un sourire. « Écoutez, j'ai une nouvelle proposition. » L'homme leva une main. « Richard, arrêtez. Vous avez perdu votre tranchant. Les gens sont nerveux. Je suis nerveux. J'ai eu des revers, mais je peux me relever. Pendant ce temps, MS Carter Holdings livre à chaque fois, dit l'investisseur platement. Je serais fou de ne pas y déplacer mon capital. » La mâchoire de Richard se crispa. Qui est-elle, même ? L'investisseur ricana. Quelqu'un qui sait ce qu'elle fait. Vous devriez prendre des notes. Les conversations d'Emily étaient différentes. Lors d'une vérification de site, Jonah lui fit signe. Lumière à 70% ou 80. 70, dit Emily, chaleureux, pas théâtral. Mina sourit. Vous savez toujours la différence, car les détails comptent, dit Emily. Il remarque le confort, pas le spectacle. Les fournisseurs aimaient ce ton. Calme, clair, respectueux. L'opposé du bluff de Richard.
La nuit du gala Stonebridge, Crown Street Hall brillait. Les invités murmuraient sur le service sans faille. Richard arriva avec Vanessa à son bras, son costume pendant lâchement à cause de la perte de poids. Il balaya la salle, mâchoire serrée. Souris, siffla Vanessa. Les gens regardent. Ils regardent Mademoiselle Carter, marmonna Richard. Eh bien, trouve-la, claqua Vanessa. Il essaya. Près du mur des sponsors, il demanda à un donateur, qui gère ça? Mademoiselle Carter, dit le donateur, sirotant du champagne. Elle est remarquable. Paye son personnel mieux que la plupart. Faites-vous une faveur, Richard. Ne rivalisez pas. Collaborez. Richard força un rire. Bien sûr, il demanda à un serveur, où est Mademoiselle Carter? La jeune femme sourit poliment. Elle est partout. Richard grinça des dents. Dans la loge du balcon, Émilie se tenait dans l'ombre. Robe noire, oreillettes, cheveux soignés. Mina suivait le calendrier. Jonah ajustait les lumières. De son point de vue, elle vit Richard, plus mince, souriant trop fort. Vanessa scintillait à ses côtés, mais sa main serrait son bras comme une laisse. La poitrine d'Émilie resta calme. Il était du bruit. Elle était l'ordre. Le maître de cérémonie monta sur scène. Mesdames et messieurs, cette soirée impeccable vous est offerte par notre partenaire principal, MS, Carter Holdings. Les applaudissements résonnèrent. Les têtes se tournèrent. Émilie resta invisible. En bas, le sourire de Richard se figea. Qui est-elle? Marmonna-t-il encore? Aucune idée, dit Vanessa à travers ses dents serrées. Il se glissa dans un couloir du personnel. Au bout se tenait Ria, grande et solide. Je dois voir Mademoiselle Carter, dit Richard, la voix tranchante. Elle vous voit, répondit Ria. D'où elle doit, dites-moi son nom. Elle connaît le vôtre, dit Ria calmement, puis ferma la porte au nez de Richard. Richard resta figé, l'humiliation brûlant sa peau. Après le dessert, Claire Simmons de Stonebridge trouva Émilie près du quai de chargement. Un autre événement parfait, dit Claire chaleureusement. Nous vous voulons pour le forum d'hiver. Elle se pencha plus près. Et hors micro, surveillez. Le bras événementiel de Parker et partenaires est considéré pour une vente en difficulté. Vous pourriez voir une invitation à une data room. Ne soyez pas surprise. Le visage d'Émilie resta stable. Merci. Quand le dernier invité partit, Émilie parcourut la salle, lissant les chaises, vérifiant les sorties. Son téléphone vibra. Invitation à la data room, PNP Experience. Elle le rangea. Le travail d'abord. De l'autre côté de la ville, Richard versa du whisky dans son appartement silencieux. Le texto d'un associé arriva. Nous avons tracé MS, Carter Holdings. Nom principal déposé. Emily Parker. Il laissa tomber le verre. Il se brisa sur le sol. Non, murmura-t-il. Ce n'est pas possible. Le message brilla à nouveau. Emily Parker. Vanessa émergea, agacée. Quoi maintenant? Richard se tourna vers elle, pâle, tremblant. Mademoiselle Carter. C'est Emily. Pour la première fois, le sourire narquois de Vanessa glissa. Elle ne dit rien. Richard s'assit, fixant les éclats de verre à ses pieds. Son empire était parti. Ses investisseurs étaient partis. La loyauté de Vanessa était fine comme du papier. Et Emily, la femme qu'il avait qualifiée d'inutile, était le nom sur toutes les lèvres. Misérable, c'était le seul mot pour lui maintenant. Les lustres brillaient comme du feu capturé au-dessus de Crown Street Hall. Les verres tintaient, les fourchettes résonnaient contre la porcelaine. La musique coulait en vagues douces. Pour les invités, c'était un gala parfait. Impeccable, fluide, déjà murmuré comme l'événement de l'année. Mais pour Richard Parker, la nuit scintillante semblait un nœud coulant qui se resserrait. Il était assis raide à sa table. Vanessa éblouissante à ses côtés, la soie rouge collant comme du feu. Elle souriait pour chaque caméra, chaque regard, mais se pencha pour siffler à son oreille. « Tu ressembles à un fantôme », murmura-t-elle. « Tiens-toi plus droit. Essaie de ne pas avoir l'air de te noyer. » Richard força ses épaules en arrière, bien que sa poitrine lui fît mal. « Je dois la rencontrer,
marmonna-t-il. Et comme Carter, ce soir, arrête de ramper, dit Vanessa, les lèvres toujours souriantes pour le photographe de l'autre côté de la salle. Le désespoir est laid. Je me fiche de ce que ça donne, claqua Richard sous son souffle. Si elle continue de tout prendre, je suis fini. Le sourire de Vanessa s'aiguisa. Alors peut-être que tu le hais déjà. Depuis le balcon au-dessus, Emily Parker se tenait dans l'ombre. Elle avait prévu de rester cachée, de laisser le gala se terminer sans que son nom soit prononcé. Mais quand elle vit Richard plus mince, transpirant, agrippant son verre comme un noyé s'accrochant à du bois flotté, elle sut que le moment était venu. Elle sortit de l'ombre et s'avança vers la scène. Le maître de cérémonie la repéra et bégaya. « Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de présenter la femme. Derrière le succès de ce soir, notre partenaire principal, Mademoiselle Carter elle-même. » Le micro passa dans sa main. La salle se tut. La voix d'Emily était calme, claire. « Bonsoir. Ce soir, vous avez apprécié le service, la nourriture, la musique. Chaque détail a été guidé par ma société, mon équipe, ma vision. Crown Street Hall. Ce gala et les autres salles, vous avez entendu des murmures de Willow House Trent. Ils m'appartiennent. Je suis Mademoiselle Carter. » Des exclamations roulèrent dans la foule comme du tonnerre. À l'arrière de la salle, le verre de Richard glissa de sa main et se brisa sur le sol. « Non, souffla-t-il. Non, 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 ce n'est pas possible. » La tête de Vanessa se tourna vers la scène. « Emily ?» Sa voix se brisa. « C'est Emily. » Le regard d'Emily balaya la salle, se posant sur lui comme une lame. « Il y a 1 an, je suis partie avec rien. On m'a appelée inutile, faible, une erreur. Ce soir, je me tiens ici non pas comme l'ombre de quelqu'un, mais comme la propriétaire de la maison dans laquelle vous vous tenez. » Les murmures enflèrent. Emily Parker. Ne l'a-t-il pas divorcée? Elle possède tout ça. Incroyable. Richard se fraya un chemin dans la foule. Tu mens, cria-t-il, le visage rouge. Tu ne peux pas posséder ça. Ce n'est pas à toi. Emily inclina la tête, calme. Devons-nous leur montrer? Un signe à Jonah dans la cabine, et les écrans derrière elle s'allumèrent. Acte, contrat, relevé bancaire, tous marqués de son nom. MS Carter Holdings. Plus d'exclamations. Les murmures devinrent des regards ouverts. Impossible, bégaya Richard. Elle a volé. Elle m'a volé. La voix d'Emily trancha comme du verre. Volé ou donné. Les écrans changèrent à nouveau. Tickets de pawn, reçus de vente de voitures, ses notes manuscrites sur des pitchs, photos d'elle équilibrant des livres à minuit. Elle lui a tout donné, murmura quelqu'un. Et il s'est moqué d'elle, répondit un autre. La voix de Richard se brisa. Rien de tout ça ne compte. Je l'ai faite. Elle n'est rien sans moi. Depuis l'avant, Vanessa claqua son verre. Assez, Richard. Il se tourna vers elle. Quoi? Tu as dit qu'elle était faible, claqua Vanessa, sa voix assez tranchante pour couper le silence. Mais regarde-la. Et regarde-toi. La foule s'exclama. Tu es fauchée, continua Vanessa, se levant maintenant, sa robe rouge scintillant sous les lumières. Pathétique. Une blague. C'est elle qu'ils applaudissent, pas toi. C'est elle qu'ils respectent. Et toi? Elle rit fort et cruellement. Tu n'es qu'un homme qui mendie des miettes à la table de son ex-femme. Les rires fusèrent de la foule, tranchants et impitoyables. Le visage de Richard devint blanc. Vanessa, non. Mais Vanessa libéra son bras et s'éloigna, déjà souriant à un autre homme près de la table des sponsors. Les murmures devinrent vicieux. Elle l'a quitté. Elle l'a utilisé, puis l'a laissé tomber. Ça lui va bien. Imaginez être remplacé par votre ex-femme. Richard vacilla, puis tomba à genoux. Emily, sa voix résonna, désespérée, crut. S'il te plaît, écoute-moi. La salle redevint silencieuse. Les investisseurs tendirent le cou. Les serveurs s'arrêtèrent en plein pas. J'avais tort, sanglota Richard, les mains jointes, le visage mouillé. Je me suis moqué de toi. Je t'ai fait du mal, mais je ne savais pas. Sa voix se brisa. Je ne savais pas que tu étais tout. Je le vois maintenant. S'il te plaît,
pardonne-moi. Reprends-moi. Je changerai. Je serai meilleure. Ne me laisse pas comme ça. Des exclamations éclatèrent. Une femme à l'avant murmura, pathétique. Un homme ricana, il supplie. Devant tout le monde. Un autre rit franchement. Il l'a jeté, et maintenant il rampe. Richard tendit la main vers la scène, sa main frôlant le talon d'Émilie. S'il te plaît, Émilie, je ne peux pas vivre sans toi. Donne-moi une autre chance. Émilie baissa les yeux sur lui, calme, son visage stable comme de la pierre. Tu t'es moqué de moi quand je t'aimais, dit-elle doucement, sa voix portant à travers la salle silencieuse. Tu m'as brisé quand j'étais loyale envers toi. Tu m'as appelé rien. Et maintenant, quand je n'ai plus besoin de toi, tu supplies. Ses yeux ne vacillèrent pas. Où était cette humilité quand je me vidais de mon sang pour toi? Où était cet homme quand j'ai vendu ma voiture, mis en gage la bague de ma grand-mère, et porté tes échecs sur mon dos? Richard sanglota, s'inclinant bas, son front presque sur la scène. J'étais aveugle. J'étais cruel. Je le vois maintenant. S'il te plaît, sauve-moi. La foule éclata à nouveau, cette fois avec condamnation. Pitoyable, honteux. Elle a raison. Il s'est moqué d'elle, et maintenant il s'agenouille. Je n'investirai plus $1 avec cet homme. Richard s'accrocha à la scène. Émilie, s'il te plaît. Le calme d'Émilie était plus froid que n'importe quelle rage. Elle se pencha légèrement, sa voix basse, mais assez tranchante pour que les micros la captent. J'ai déjà vécu sans toi, dit-elle. Et j'ai vécu mieux. Elle libéra sa robe de son emprise. La salle tonna d'applaudissements. Richard s'effondra sur le sol, les épaules tremblantes, les sanglots le secouant. Il leva la tête, les yeux injectés de sang, cherchant Vanessa, pour la voir rire, verre à la main, déjà enroulée autour du bras d'un autre invité fortuné. Elle l'a quitté aussi, murmura quelqu'un avec joie. Il n'a plus rien maintenant, acquiesça un autre. Ça lui va bien, vint une voix plus forte, sans remords. Un investisseur se leva. Richard Parker. Considérez nos contrats nuls. Un autre suivit. Et les miens. Je ne travaille pas avec des lâches. Des exclamations et murmures cascadèrent comme du verre qui tombe. Son empire était démantelé en temps réel, non par des avocats, mais par des murmures et des applaudissements. Émilie posa doucement le micro sur le support. Elle n'éleva pas la voix. Elle n'en avait pas besoin. Ce n'est pas de la vengeance, dit-elle, sa voix stable. C'est la vérité. La trahison peut vous briser, mais la résilience construit des empires. Souvenez-vous de ceci. Les gens que vous moquez sur leur chemin vers le bas peuvent un jour posséder le toit sous lequel vous vous agenouillez. Les applaudissements rugirent plus fort, résonnant comme le tonnerre. Émilie descendit de la scène avec dignité, son équipe la suivant au pas. Richard resta au sol, son costume froissé, ses genoux sales, son visage strié de larmes. La salle, qu'il aurait autrefois revendiquée comme son territoire, résonnait maintenant d'applaudissements pour la femme qu'il avait appelée. Inutile, Émilie, murmura-t-il brisé. Comment ai-je perdu contre toi? Mais elle était déjà partie. Marchant calmement par la porte de service dans l'air frais de la nuit, elle leva le menton, la ville s'étendant largement devant elle. Tu as dit que je n'étais rien, murmura-t-elle pour elle-même. Ce soir, je suis tout ce que tu ne peux pas toucher. Derrière elle, les applaudissements secouaient encore les murs. À l'intérieur, Richard Parker pleurait, abandonné et déshonoré, tandis que le rire de Vanessa résonnait au bras d'un autre homme. Émilie marcha, intouchable.